Ok, c'est super cool. Et puis, je vais déjà vous féliciter pour les personnes qui ont fait le quiz pour ce soir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bonnes réponses. Et c'est très utile de voir à peu près où est-ce qu'on en est. Ça peut être anonyme, c'est pas noté. Euh, j'ai juste essayé de bidouiller pour voir si on peut donner des réponses automatiques. Donc, les personnes qui ont fait le quiz tout dernièrement ont des notes, mais en fait, je vais supprimer les notes. Et c'est vraiment très utile, ça me permet de savoir qui est où, en fait. Et là, on en est, où est-ce qu'on en est d'ailleurs? Page 82 par là. 84. 84. Ouais, 84. Et on avait parlé de quoi la dernière fois? La cognition valide, tout ça, ouais, je sais plus. Oui, exactement, la connexion valide, tout ça, tout ça. Exactement. Et donc, on était à la page 84 et il y avait la division des perceptions directes, ouais, dans le Oui. texte. Dans le texte en haut, le texte racine, en effet, il donne la division des perceptions directes et le commentaire de la Vautier dit il y a les divisions des perceptions directes valides aussi. Et là, il y en a 4 aussi. Mais le texte racine en tibétain reprend en fait la description des perceptions directes. Il ne fait pas une description des perceptions directes valides. Ouais, les différents types de perceptions directes valides. Il a donné la définition. C'est quoi d'ailleurs la définition? Une cognition valide, Une perception directe valide? perception libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Voilà, exactement. Pour Yonzin Polbuchak, c'est en effet ça, une cognition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Ouais. Et on avait vu que ici, dans le texte que commande la Gautier, on garde non erroné. Ouais, c'est ça qu'on avait vu. Ok, très bien. Et donc là, la division des perceptions directes, on a d'abord les perceptions directes sensorielles, ouais, page 84. Et donc la définition d'une perception directe sensorielle est une cognition libre de conceptualisation. Ils ont gardé non conceptuel, même en anglais d'ailleurs, alors que la Gautier expliquait précédemment pourquoi c'était important de marquer libre de conceptualisation. Ouais. Donc on va le garder comme ça. Une cognition libre de conceptualisation non erronée, produite en dépendance de sa propre condition dominante, non commune, une faculté sensorielle physique. Ouais, donc là, à l'époque, c'était souveraine, mais en effet, dominante, c'est une bonne façon de le traduire. On trouve ça dans différents textes en anglais. Par exemple, la Vénérable Thubten Chodron, ou aussi une traduction du Lorik de Akya Yongzin, aussi en anglais. Et donc, il y a bien marqué condition dominante. Et en effet, d'ailleurs, je vais vous donner les définitions, je vais vous le mettre dans le chat. Je mettrai sous la vidéo aussi. Je vais vous donner la définition des 3 conditions, comme ça vous les aurez. Voilà. Normalement, vous devriez le recevoir maintenant. Et donc, si on regarde, par exemple, je peux faire un partage d'écran, comme ça on pourra regarder ensemble. Okay. C'est ça. Voilà, regarder ensemble. Ok. Par exemple, ici, voilà. Si on regarde la définition, donc pour la définition d'une condition objectale, on la verra parce que ce sera donné par la suite, mais c'est surtout ici pour la condition dominante, en effet, la définition d'une condition dominante de la perception directe appréhendant du bleu, et ce qui, par son propre pouvoir, produit principalement et directement la perception directe appréhendant le bleu. Oui, alors Wandu en tibétain, par son propre pouvoir. Donc c'est pour ça que à l'époque, aux éditions Vajrayogini, quand le livre avait été publié, il y avait marqué condition souveraine. Mais en effet, condition dominante, ça a l'air d'être plus approprié. Ça fait un peu moins royaliste. Donc par son propre pouvoir, ok. Donc ça donne pas tant d'explications que ça, mais ça veut dire que c'est elle qui détermine si on est en présence d'une perception directe sensorielle ou d'une perception directe mentale, etc., etc. Ouais, ok. Donc ça vous l'avez dans le chat. Donc je vais supprimer le partage d'écran. Ok. Très bien. Et donc, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est que une perception directe sensorielle, elle est née en dépendance bien sûr d'une condition antécédente, une condition immédiatement antérieure,
ça c'est certain. Et elle est aussi et surtout produite en dépendance d'une condition qui est physique, c'est de la matière subtile. Ouais, ouais, ça marche, ça fonctionne. Oui. Ok, très bien. Ok. Et donc, bien sûr, vous pouvez apprendre la définition par cœur si vous le souhaitez. Mais en effet, si on compare entre la définition donnée par Yonzin Bulbuchok et la définition donnée ici par Geshe Jampel Sampel, en effet, c'est très très similaire. Ouais, il y a juste un mot ou deux qui changent. Donc on voit vraiment qu'ils sont d'accord là-dessus. Ok. Donc la condition euh, dominante non commune, on pourrait dire spécifique, hein, ça revient au même. Non commune ou spécifique, ça revient au même. D'une perception directe appréhendant une forme et la faculté visuelle. Donc ici, quand on dit une forme, il faut spécifier une forme visuelle. Parce que c'est quoi la définition de la forme? Qui se souvient d'avoir fait les débats au mois de janvier cette année? Ok. Donc la forme, c'est ce qui est approprié pour être une forme. Donc la définition ne donne pas grand-chose, mais ce qu'il faut essayer de voir, c'est que forme égale matière chez les Sutrantika. Ouais, vous vous souvenez de ça? Forme égale matière, ouais. Ah, c'est le café. Oui, c'est le café. Qu'est-ce que c'est? J'ai coupé Dominique, mais ça se trouve c'était pas Dominique. Ok. Ça, j'ai la tête. Ok. Vous m'entendez? Oui. Ok, très bien. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que forme égale matière chez les autres antiquaires? Oui. Oui. Ok, Oui, oui. très bien. Et donc, en effet, ici, le son, par exemple, c'est de la forme. Une odeur, c'est de la forme. Un objet tactile, c'est de la forme, etc. Ouais. Donc, pour distinguer forme de ce qui est directement appréhendé par une perception directe visuelle, on dira que là, l'objet d'une perception directe visuelle, c'est une forme source. On l'appelle comme ça, forme source. J'avais C'est une tout question. pas. Oui. Et l'énergie, dans ce cas-là, ça serait une forme aussi, c'est ça? Oui, exactement. Ouais, On c'est pourrait ça. dire l'énergie. L'énergie, ça peut être un potentiel, par exemple, quand on dira un tibétain nupa pour l'énergie, dans ce cas-là, ou une potentialité, on ne parlera pas de la forme, mais d'un composé non associé. D'accord. Ouais, un impermanent qui n'est ni forme, ni conscience. Ouais, donc ça pourrait être ça, pourquoi pas. Ouais, parce Ouais. qu'il y a différents types d'énergie. Enfin, l'énergie physique, dans le sens physique, c'est ça dont j'ai parlé en fait. Ouais. On pourrait dire que l'énergie physique, par exemple, la vitalité, etc., le principe vital, tout ça, ce sont des composés non associés. D'accord, ok. Ouais. C'est un peu comme le mouvement, etc. Ouais, ouais. Oui, ok. Ouais. Donc dans ce cas-là, on pourrait dire qu'en effet, c'est un composé non associé, c'est impermanent, mais c'est pas de la forme, c'est pas de la conscience. Ouais. Et bien sûr que là, même chez les Sautrantika, on pourra parler du souffle. Hein, on pourra parler des différents types de souffle, etc. Pas de manière aussi détaillée que dans les tantras, mais on pourra parler du souffle. Et dans ce cas-là, en effet, euh, le souffle, ça peut être associé à l'air. Et dans ce cas-là, ce sera un élément. Donc, ça dépend du contexte dans lequel on parle. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et un élément, oui, c'est de la forme. Ouais, c'est de la forme tactile. Ok. Donc, c'est intéressant de voir ces distinctions-là dans la Dharma. Ok, donc on pourrait dire, ok, la condition dominante non commune d'une perception directe appréhendant une forme visuelle ou une forme source et la faculté visuelle. Appréhendant un son ou un son source, c'est équivalent, une faculté auditive, appréhendant une odeur, une faculté olfactive, appréhendant une saveur ou un goût, une faculté gustative et appréhendant un objet tactile ou tangible, une faculté tactile. Ouais, c'est assez simple en fait, hein. C'est assez simple. Ok, très bien. Et donc, lorsque les perceptions directes sensorielles sont divisées, elles sont au nombre de 5, hein, les 5 sens, c'est facile. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Ouais. Donc celles qui appréhendent les formes, donc les formes visuelles, les formes sources, les sons, les odeurs, les goûts, les objets tangibles. La définition d'une perception directe appréhendant une forme ou une forme visuelle, bien sûr que ce n'est pas spécifié en sanskrit ou même en tibétain, on dira juste une forme
Mais dans ce cas-là, c'est le contexte qui nous fait dire qu'on parle de forme source ou de forme visuelle. Ouais. Donc cette définition d'une perception directe visuelle, en fait, tout simplement, ça revient au même. C'est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune, une faculté visuelle et une condition objectale, une forme. Ouais, donc une forme visuelle, bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, en général, un contour et une couleur. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. Appliqué pour les autres de la même manière. Ouais, donc ça veut dire que si vous deviez me donner la définition d'une perception directe sensorielle appréhendant un son, ce serait quoi? Libre de cognition, libre de conceptualisation, non erronée, sous la dépendance de sa propre condition dominante non commune. T'as dit quoi, le son? Oui. Donc la faculté auditive, et il en manque. Non, c'est bon. Ouais, une faculté auditive, ouais, tout à fait. Et une condition objectale, un son. Une condition objective. On peut dire ça comme ça. Ouais. Donc, dans d'autres contextes, le son, il est mis de côté, en fait. C'est presque obligatoire. Ça veut dire qu'une conscience auditive d'un être ordinaire, bien sûr, on ne parle pas des Bouddhas, etc., qui sont omniscients, mais chez les êtres ordinaires, une faculté auditive ne peut entendre qu'un son. Elle ne peut permettre d'entendre qu'un son, etc., etc. Ouais, ok. Donc, dans certains cas, on enlève tout simplement la condition objectale, il n'y a pas besoin de le rajouter. Et quand on parle des perceptions sensorielles valides, dans ce cas-là, les conditions objectales, forme visuelle, son, odeur, saveur, etc., tout ça c'est mentionné. Ouais, donc c'est ce qu'on verra par la suite. Ok. Mais on pourrait s'en passer. En fait, c'est implicite. Dès l'instant où on parle d'une conscience visuelle, forcément, elle a pour objet d'appréhension une forme source. Ok, très bien. Et donc, le commentaire dit, il est également correct d'omettre la phrase et une condition objectale, une forme. Exactement, c'est ce qu'on vient de dire. Ok. La définition d'une perception directe sensorielle appréhendant un son est une condition libre de conceptualisation, non erronée, produite en dépendance de sa propre condition dominante, non commune, la faculté auditive et une condition objectale, un son, etc., etc. Donc vous avez les définitions à chaque fois. Ouais, c'est assez simple. C'est assez simple. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une difficulté? Non. Ben, pour moi, la difficulté, elle est que la condition objectale, elle est réifiée là. C'est-à-dire, on dit un son. En fait, un ultrason, on ne le perçoit pas. Pourtant, c'est une onde qui est comparable au son. Donc, c'est la réification de la condition objectale qui me dérange, voilà. Oui. Oui, ça veut dire que on peut en effet, par exemple, le son, en effet, il y a, par exemple, on peut très bien être un peu dur d'oreille. Est-ce que ça veut dire que le son en général n'est pas la condition objectale d'une perception directe auditive? Oui, mais par Ouais. exemple, l'ultrason n'est pas la condition objectale d'une perception directe auditive chez l'humain. Voilà, exactement. Tout à Pourtant, il fait. s'agit d'un son. Donc, c'est là que ça me dérange parce qu'on réifie l'objet, alors que l'objet, il est dépendant de la faculté aussi. Oui. Voilà. Alors, s'il était dépendant de la faculté, on serait Madhyamika. On serait plus D'accord. Authentica. Ok, j'ai compris. C'est ça qu'il faut essayer de voir. Ouais. C'est qu'en effet, les Sautrantika réifient tout. Ils absolutisent. Voilà, c'est Ouais. ça. C'est ça. Parce C'est bien. que forcément, pour eux, il y a le soi des phénomènes. Oui, c'est ça. Ouais, ça veut dire que un son, un son, c'est une vérité ultime, c'est ultimement capable d'opérer une fonction, et c'est un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, spécifiquement caractérisé, ça veut dire c'est inhérent, ça existe par ses propres caractéristiques. Et donc, en effet, chez les Sautrantika, on ne peut pas manquer de voir que il y a la réification, ouais, exactement. Mais en effet, on verra que, oui, ouais, ça vous parle? Ouais, ça Oui. veut dire que pour les Madhyamika et les Prasangika en particulier, bien sûr que l'effet dépend de la cause, mais la cause, l'entité même, la nature même d'une cause, c'est quoi? C'est de produire un effet. Mm. Donc, pas de bras, pas de chocolat. C'est Hein, ça. pas d'effet, pas de cause. Ouais, pas de cause, pas d'effet. Ça, c'est pour le Madhyamaka, c'est pour la voie médiane. Mais pour les Sautrantika, le son est une cause de la condition, de la perception auditive du son,
Et donc, si c'est une cause, il doit nécessairement de toute façon exister avant son effet, ça c'est sûr. Tout le monde sera d'accord. Peut-être pas tous les Vaibhashika, mais les Sautrantika, les Chittamatras, les Madhyamika seront d'accord. Mais en plus, en effet, le son existe par ses propres caractéristiques. C'est du son en soi. C'est ça. C'est Ouais, c'est une faculté auditive, mais c'est une forme interne. Oui, la C'est faculté interne. auditive, en effet, c'est une forme interne. Oui, oui Gina. Oui, non, mais c'est compté comme forme interne, et puis c'est dans les c'est compté dans les 5 agrégats, quoi, finalement. Oui, exactement. C'est compté dans les Même 5 si agrégats. Oui. Même si on ne voit pas le son, mais c'est quand même voilà, c'est la faculté interne, ça vient à l'intérieur, pardon. Alors, le son lui-même ne sera pas une forme interne, ce sera une forme externe. Ouais. Ah Mais oui, la le son, faculté ouais. qui permet d'entendre le son sera une forme interne. Ouais. D'accord, ok. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, c'est intéressant cette question du son, est-ce qu'il est réifié ou pas? Parce que avant que votre oreille entende du son, ce son est une cause de votre conscience auditive, non? C'est-à-dire que vous avez par exemple le son qui met à peu près 300 ou 400 mètres secondes, ouais, pour se déplacer, quelque chose comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il met un certain temps pour venir jusqu'à votre oreille. Donc, avant d'être entendu par votre oreille, c'était pas encore du son. Et voilà. Donc, ça veut dire que votre conscience auditive appréhende un son et elle est causée par un non-son. Oui, non, mais de toute façon. Donc, ça pose question. Ça pose question, non? Mais c'est un peu pareil pour tous les sens. Hein. Pour la vision, c'est la même chose. On ne voit pas toutes les couleurs. La lumière met un temps aussi. C'est pas pareil pour tout. Exactement. Ça veut dire qu'en effet, il y a la question de l'intervalle temporel. Ça veut dire qu'une cause existe avant son effet. Et donc, elle doit cesser au moment où son effet arrive. Ouais. Ça veut dire Donc, qu'on fabrique le réel, quoi. C'est tout. On le fabrique. Alors, les Sautrantika ne pourront Non, pas dire ça. en tout cas, ils ne le disent pas, mais ils sont un peu idiots. Parce que... Les Sautrantika ne pourront pas le dire. Ils diront que c'est le réel qui nous fabrique. Mais les Madhyamika diront qu'en effet, euh, c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Donc, ça, on le verra progressivement. Mais en effet, ici, ça pose question. Si on dit que le son, la définition du son, c'est quoi? C'est ce qui est entendu par une conscience auditive. Ouais, c'est la définition du son. Une définition basique. Ce qui est l'objet entendu par une conscience auditive. Ok. Mais c'est aussi la cause, l'une des causes de cette conscience auditive. Ouais. Et ça veut dire qu'au moment où il y a la conscience auditive qui appréhende un son, le son a déjà disparu. La cause a déjà disparu au moment où l'effet advient. Donc ça veut dire que la conscience auditive entend un non-existant. Non, mais on entend le continuum. On entend le continuum de cette chose qu'ils appellent le son. Oui, exactement. On dira en effet que c'est un continuum de conscience qui appréhende un continuum de son. Ouais, c'est la seule façon de pouvoir décrire les choses de manière assez cohérente, même chez les autres antiques, ouais, et on pourra accepter ça en effet. Ouais. Ok. Donc ça pose question en fait, cette question du son en effet. C'est-à-dire qu'avant d'être entendu par notre conscience auditive, est-ce que c'est déjà du son? Oui, parce que ça peut être entendu par la conscience auditive de quelqu'un d'autre. Et donc c'est déjà du son avant même d'être entendu par notre conscience auditive à nous. C'est en général du son, de toute façon. Ouais. On ne pourrait pas dire que le non-son soit la cause d'une conscience auditive appréhendant le son. Ça, c'est pas possible. Ouais. Mais c'est donc pour les Madhyamika, si on la soumet à l'analyse ultime, en fait, normalement, on voit rien. Mm. Donc, du coup, en fait, c'est parce que on parle des Sautrantika qui réifient. Sinon, en fait, normalement, on dit qu'on ne voit, enfin, en tout cas, on ne voit rien de la façon dont on pense qu'on voit. Plutôt comme ça. Cause et condition, point barre, qui est interprété par la faculté auditive. Oui. Oui, exactement. Oui, c'est des temps de cause et de condition, oui. Parce qu'en effet, pour les Madhyamika, la causalité réfute l'existence inhérente. Ouais, mais pour les Sautrantika, la causalité implique l'existence inhérente.
Donc c'est là où on voit vraiment deux points de vue totalement contradictoires. Ouais. Exactement. Très bien. Et là, on a les perceptions directes mentales qui viennent. Ouais, ça c'est pour Sabine. Elle ne peut pas venir ce matin, mais peut-être qu'elle verra différer. Ok, perception directe mentale. Ça, c'est déjà un petit peu plus croustillant. La définition d'une perception directe mentale est une cognition libre de conceptualisation et non erronée, produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune, une faculté mentale. Donc ça commence déjà à être un petit peu plus profond. La faculté mentale, ouais, mana indriya, ou yiwa, et n'importe quelle des 6 consciences qui a précédé la cognition en question. Ok. Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que il y a différents types de perception directe mentale. Donc, déjà, ce qui fait la différence entre la perception directe sensorielle et perception directe mentale, c'est pas l'objet lui-même. Parce qu'une perception directe mentale peut très bien appréhender une forme visuelle, un son, une odeur, une saveur, etc. Ouais. Donc, c'est pas du point de vue de la condition objectale qu'on fera la différence, et c'est pas non plus nécessairement du point de vue de la condition antécédente. Parce que la condition antécédente, là vous l'avez aussi dans le chat, la condition antécédente, et on peut la regarder d'ailleurs. On peut la regarder. C'est ici. Ouais, la définition d'une condition antécédente, ouais, de la perception directe appréhendant le bleu et la cognition produisant principalement et directement la perception directe appréhendant du bleu en tant que simple expérience claire et cognitive. Donc ça veut dire que c'est une cognition de toute façon, ça veut dire que le moment de conscience immédiatement antérieur, de toute façon, ça doit être de la conscience. Ouais, donc la condition antécédente, c'est nécessairement de la conscience, que ce soit pour une perception sensorielle, une perception mentale, etc. etc. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut essayer de voir. C'est que ça ne change pas, ça ne fait pas de différence de ce point de vue-là. Donc ce qui fera la différence, c'est la condition dominante. C'est la condition dominante qui dit, ok, on est en présence d'une perception sensorielle ou on est en présence d'une perception mentale. Ouais. C'est-à-dire que la faculté, soit c'est de la matière, soit c'est du mental ou de la conscience. Et donc, dans ce cas-là, on aura soit une perception sensorielle, soit une perception mentale. Est-ce que ça parle à tout le monde? Mhm. Ouais. Ok. Donc ça, c'est très important. Ouais. C'est très important. Et il y a une distinction fondamentale. Ça veut dire que il y a peut-être un problème de Wi-Fi chez Michel. Et donc, il y a en effet des perceptions mentales qui sont assez connues. Ouais, salut. Un problème de Wi-Fi, ouais. Ok. Problème de Wi-Fi, effectivement. Pardon. Non, pas de souci. Non, non, pas de souci. C'est qu'on voit que tu fais des allers-retours. Ok. Et donc, il y a des perceptions mentales qui sont assez connues, c'est-à-dire les clairvoyances, non? Celles-ci, dans le monde bouddhiste, elles sont assez connues. Ouais. Alors, bien sûr, on parle des vraies clairvoyances, hein. On ne parle pas de Madame Irma au cirque avec sa boule de cristal ou avec son jeu de tarot, etc. On parle vraiment de perception directe mentale, ouais, des clairvoyances authentiques. Ok. Et donc, ok. Et donc ici, le texte dit, lorsque les perceptions directes mentales sont divisées, elles sont au nombre de 2, celles qui sont et celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Ok. Et donc, ici, le commentaire de la Tineboche dit les sutras, en général, il y a certains sutras qui mentionnent les consciences des formes sont de 2 sortes, celles qui dépendent de l'œil et celles qui dépendent de l'esprit. Ouais. Et donc, en effet, celles qui dépendent de l'œil, eh ben, ça renvoie aux consciences sensorielles. Ouais, ce que dit le commentaire de la Tineboche. Celles qui dépendent de l'œil, cela renvoie aux consciences sensorielles, à savoir aux consciences dont la condition dominante est une faculté sensorielle physique. Dans ce cas, l'œil, enfin, la faculté elle-même n'est pas l'œil, mais c'est la matière subtile qui se trouve dans l'œil. Ouais, ok. Et celles qui dépendent de l'esprit réfèrent aux consciences mentales, à savoir aux perceptions mentales directes dont la condition dominante est une faculté mentale, à savoir, dans le cas présent, un moment précédent de perception directe sensorielle qui l'a entraîné.
Ok, ça c'est intéressant. Parce que, comme on l'a vu, la condition antécédente, c'est un moment de conscience immédiatement antérieur. Mm. Et la condition dominante, une perception mentale directe, est aussi un moment de conscience immédiatement antérieur. Non? Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc il n'y a que deux conditions pour une perception mentale directe, condition objectale et une deuxième condition ça veut dire que ici on va regarder, les définitions. Ah, je l'ai supprimé. Ok, c'est pas grave. On va remettre. Ok. Normalement vous voyez les définitions, ouais. Ok. Il ne voit pas. Ah bon? Ben non. Non, on ne voit pas là. Ah ok. D'accord. Ok. Et Ah, là, Ah, oui. voilà. très bien. Ici par exemple vous avez la condition dominante, ouais. C'est alors en effet, pour une perception directe appréhendant le bleu, donc ça veut dire une perception visuelle, ouais. Mm. Il faudrait que je le rajoute entre crochets d'ailleurs, parce que une perception mentale peut très bien appréhender du bleu aussi. Ok, donc là on parle d'une perception visuelle. Ouais. Ce qui, par son propre pouvoir, produit principalement et directement la perception directe appréhendant le bleu. Ouais, la perception directe visuelle entre crochets. Ok. Mais pour une perception mentale directe, ce sera du mental. Ouais. Ok. Et donc ça veut dire que c'est aussi ce qui, par son propre pouvoir, produit principalement et directement la perception mentale directe appréhendant le bleu. Et la définition en dernier, la définition d'une condition antécédente de la perception directe appréhendant le bleu, et la condition produisant principalement et directement la perception directe appréhendant le bleu en tant que simple expérience claire et cognitive. Donc pour une perception directe mentale, autant la condition dominante que la condition antécédente, c'est une cognition. C'est un moment de claire expérience, clair cognitif. Ouais. Ouais, ça parle à tout le monde? Ouais. Ouais. Mais Oui, du coup, oui, pardon. Lors de la première, si on a une cognition mentale, une perception mentale, on va dire visuelle, quel que soit, je ne sais pas, quand on fait les méditations, par exemple, je ne sais pas, moi, on dit de se concentrer sur quelque chose ou de voir quelque chose mentalement. Oui. En fait, quand on lui dit de le faire, il n'y a pas de condition antécédente là, ou elle est plutôt lointaine. Parce que si on te dit de voir, je ne sais pas moi, un Bouddha ou je ne sais pas, n'importe sur ce qu'on veut regarder, c'est quoi la condition antécédente là? Quand Parce tu qu'en fait, c'est la visualises, première. quand Alors, tu visualises, c'est intellectuel, c'est pas mental, c'est conceptuel, je veux dire, c'est pas mental. On ne parle ouais. pas de la même chose là. Si, Donc, mental, parce que quand on dit de regarder, c'est pas que je vois physiquement, c'est que tu t'imagines dans ta tête. Conceptuel, c'est pas mental direct. et est-ce qu'une conscience conceptuelle n'aurait pas une condition antécédente? Alors, c'est à quel moment alors? Ben, la mentale directe, c'est pas la conceptuelle. Enfin, je pense. Exactement, là c'est vraiment deux contextes différents. Ça veut dire qu'en effet, là on parle de la conscience mentale, et cette conscience mentale, donc ici dans le texte de la Boitier, elle est divisée en deux. La conscience mentale dans le sens de la perception mentale, qui est une clairvoyance, et la perception mentale qui n'est pas une clairvoyance. Et Ah, du ici, coup, là, en on effet, parle de la clairvoyance, là. ouais. Et Ah oui, quand ici d'accord. on parle de méditation, de visualiser, en effet, c'est une Oui. conscience mentale. Bien sûr que c'est une conscience mentale qui visualise, ou qui médite, ou qui conceptualise, ouais. Mais dans ce cas-là, en effet, elle sera conceptuelle quand on visualise. Mais malgré tout, comme c'est une conscience, elle a de toute façon une cause principale qui est un moment de conscience immédiatement antérieur, non? Oui, Ouais. oui. Et ça serait quoi alors? Donc ça doit nécessairement, ça veut dire que par exemple, si on nous dit, par exemple, on nous dit, bah, allez-y, méditez, méditez, visualisez, etc. Là, on aura entendu quelque chose, donc on aura une conscience auditive. Ouais, le dernier moment de cette conscience auditive va servir de Ah, condition d'accord, oui. antécédente et de condition Ça dominante peut être différent, en fait, d'accord. ouais, pour la conscience mentale qui va visualiser. Ouais, D'accord, donc la condition antécédente n'est pas forcément, en fait, de même nature que... D'accord. exactement. Ça veut dire qu'en Hmm. fait, elle est de même nature. Ça veut dire que la condition antécédente, ça doit être de la cognition. Oui, de même nature dans ce sens-là, Ouais, d'accord. Mais si on va de façon plus particulière, quand ça devient mental, ouais. finalement, là, avant, c'est peut-être sonore, en fait, c'est auditif. Oui, exactement. Tout à fait. D'accord.
C'est ce que dit l'atelier Gauthier. Ouais, il dit, où est-ce que c'était d'ailleurs? Ah oui, voilà. La faculté mentale, en haut de la page 86, la faculté mentale est n'importe quelle des 6 consciences qui a précédé la cognition en question. Ouais. C'est-à-dire que quand on parle, bien sûr que là, lui, il parle d'une perception directe mentale. Ouais. Quand on visualise, c'est nécessairement conceptuel. Ouais. Mais malgré tout, quand on visualise, c'est-à-dire qu'en effet, le premier moment aura pour condition antécédente n'importe laquelle des consciences immédiatement antérieures, c'est-à-dire que ça peut être une conscience auditive, etc. Et ensuite, quand on visualise un certain temps, une certaine durée, ben forcément, chaque moment de visualisation aura pour condition antécédente une conscience mentale. Ouais, celle qui visualisée au moment précédent. Ouais. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu parlais des perceptions yogiques, c'est ça? Alors tout à l'heure, quand on parlait des différents types de perceptions directes mentales, on n'est pas encore dans la perception yogique. Hein, la perception yogique, elle viendra C'est dans plus lourd. un certain moment d'ailleurs. Elle viendra dans quelques pages. Si je comprends. Oui, 97, ouais. Si je comprends bien, le mental, ce sera dans ce cas-là juste le reflet sans réflexion. C'est le reflet de l'image que ça présente, mais sans aucune réflexion derrière, c'est ça? Alors en effet, quand on parle d'une perception directe mentale, il n'y a pas de reflet conceptuel. Ouais, parce que une perception directe doit être libre de conceptualisation. Ouais. Et donc, en effet, c'est-à-dire que si c'est une perception directe mentale, elle doit être aussi libre de conceptualisation. C'est une conscience mentale. Et donc, comme vous le savez, seules les consciences mentales peuvent conceptualiser. Ouais, les consciences sensorielles elles ne peuvent pas le faire de toute façon, mais les consciences mentales elles peuvent être soit conceptuelles, soit non conceptuelles. Et là, il s'agit des non conceptuels, en effet. Mais tu as un Oui, exemple? Pardon. Excuse-moi, Oui. Wally. Pardon. Non, c'était juste parce que moi, le mental, pour moi, c'était forcément de la réflexion, mais du coup, voilà, c'est pas la réflexion. Ouais, Je me souviens. Oui, excuse-moi, Stache, vas-y. Ouais, Non, c'était pour continuer avec ce que tu disais. Le non conceptuel, je vois pas trop ce que ça peut être alors. Mais par exemple, justement, une clairvoyance, par exemple, quelqu'un qui a développé une clairvoyance grâce à Shamatha, par exemple, grâce à la concentration en un point, cette personne peut voir des objets qui sont éloignés dans l'espace. Ouais, elle peut développer l'œil divin, c'est-à-dire voir des objets qui sont éloignés dans l'espace, sans télescope. Ouais. Et donc, cette personne peut lire l'esprit d'autrui. Ouais. Sans boule de cristal, directement. Ouais. Et c'est intéressant parce que aussi, par exemple, Sainte Dalai Lama dans cette série avec la vénérable Thupten Chodron, je crois que c'est dans le 2e livre, où il dit que quand on parle d'une perception mentale directe, c'est par exemple si on vous demande comment allez-vous, mais qu'on vous le demande sincèrement, pas simplement pour meubler, etc., mais quand on vous demande sincèrement comment est-ce que vous allez, là vous allez faire un retour en arrière en vous disant mais tiens, mais c'est vrai, mais comment est-ce que je vais? Est-ce que je vais bien ou pas? Et là, vous êtes en train d'avoir une perception directe de votre état intérieur. Ouais, ça peut être considéré comme une perception mentale directe aussi. Mais du coup, par exemple, si enfin, de façon générale, par exemple, il y a des gens, quand ils s'approchent d'une personne, ils sentent, par exemple, si cette personne est bien ou pas, ou elle se sent bien ou pas, ou il y a quelque chose qui la tracasse. Il y a des gens qui voient rien, mais il y a d'autres, en fait, dès qu'on voit une personne, on se dit, il y a quelque chose qui va pas, mais on ne le voit pas visuellement. Enfin, il y a ça des se voit pas choses qui forcément. sont perceptibles, pas pour tout le monde, mais pour une personne, parce qu'il sent, en fait, qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Est-ce que ça peut être un peu ce genre-là? Oui, ça peut être une forme de... par exemple, Mathieu Ricard va parler de la contagion émotionnelle. Ouais, c'est... je crois qu'il y a certains neurones, d'ailleurs, dans le cerveau qui permettent ça, hein, qui permettent ça, cette résonance émotionnelle. Ouais. Les neurones miroirs. Ouais, les neurones miroirs, ouais, merci. Exactement. Et donc, ils sont faits pour ça, en fait, ces neurones miroirs, pour avoir cette résonance émotionnelle, etc., pour avoir cette empathie, etc., etc. Ouais, donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut, en effet, en observant quelqu'un, on peut détecter les micro-expressions, etc., et donc on peut détecter l'état mental de cette personne, en effet. Tout à fait.
Mais même sans être un grand psychologue, ça veut dire si vous voyez quelqu'un qui est tout rouge, qui a les mains qui tremblent, etc., et qui a la respiration saccadée, etc., et le visage crispé, on peut se dire cette personne est plutôt en colère. Mais là, il y a des fois, on voit des gens, en fait, où, je sais pas, moi, par exemple, personnellement, il y a des fois, je vois une personne, dès qu'elle s'assoit ou avant qu'elle s'assoie, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas ou il y a quelque chose, en fait, qui n'est pas net. Mais on le voit pas sur son visage. Enfin, en tout cas, on voit pas, elle est pas rouge ou je sais pas, comme tu dis, en fait, ça se voit comme ça. Et tu sais que, il y a quelque chose qui est pas net. Il y a, sans pouvoir dire, je peux pas te dire, tiens, il y a ça, ça, ça. En fait, c'est un ensemble, en fait, finalement. Ou Tout à quand on fait. rentre dans une pièce, on dit, je me sens pas bien. Et tu peux Oui. pas dire pourquoi, en fait. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, c'est peut-être ces choses-là dont tu parles. Mais la conscience mentale directe, à part les clairvoyances, elle est totalement inattentive. Alors, justement, par exemple, quand Sa Sainteté dit que quand on fait un retour en arrière et qu'on observe notre état mental, qu'on observe est-ce qu'on est dans la colère, est-ce qu'on est plutôt dans l'autodérision, dans l'orgueil, la joie, etc., etc., on a en effet un retour en arrière, c'est-à-dire qu'on observe directement notre état mental. Ouais, dans ce cas-là, ce n'est pas l'autocognition, ça peut être une perception mentale directe. Ah, Et donc, dans ce cas-là, elle n'est pas inattentive. ça, c'est Ouais. pas l'autocognition, ce dont tu parles. Ça, c'est Non, clair. du tout. Ouais. Par exemple, la vigilance, c'est pareil, quand on médite et qu'on développe la vigilance pour savoir, tiens, est-ce qu'on est distrait, est-ce que notre esprit part dans tous les sens ou pas, on s'en rend compte. Ouais. Ouais. Dans ce cas-là, c'est pas l'autocognition non plus. Ah, Ouais, d'accord. ça veut dire que c'est notre conscience qui observe notre état intérieur d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui peut le faire à part une conscience mentale? En effet, c'est pas une conscience visuelle qui va observer notre état intérieur, si on est plutôt distrait ou pas, ou si on est plutôt focalisé en un point, etc., etc. C'est en effet une faculté de notre esprit de s'observer lui-même. Dans ce cas-là, en effet, ou même où on peut parler aussi du Mahamudra, par exemple le Mahamudra, le Dzogpa Champo, etc. Ce sont aussi des formes de perception mentale directe, d'une certaine manière. Donc bien Donc, sûr que dans le Dzogchen, on dira que c'est pas l'esprit, c'est Rigpa, etc., si on pratique vraiment le Dzogchen. Mais dans le Mahamudra, on peut très bien dire que c'est la conscience mentale qui s'observe elle-même. donc c'est la Ah, conscience qui ne se trompe pas. Pardon? La perception mentale directe, c'est une conscience qui ne se trompe pas à l'égard de son Alors, objet. exactement, ça veut dire qu'elle est non erronée. Voilà, Elle est elle est non non, erronée. d'accord. Ouais, tout à fait. Comme n'importe quelle perception directe, elle doit être non erronée. Ouais. Dans ce cas, on peut dire que c'est une sorte de deuil intérieur, quoi. Enfin, un On peut dire organe ça. intérieur. Ouais, Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. d'accord. On peut le Ok. voir comme ça. Conscience mentale, c'est un œil intérieur. Ok. Il y a Ouais, un c'est un peu regard. ça. Ok. Ouais. Comme quand on regarde, on fait une introspection. Ouais, quand on fait une introspection, qu'on s'observe, on se dit, tiens, est-ce que je suis plutôt détendu aujourd'hui ou est-ce que je suis plutôt stressé, etc. Là, C'est direct. Hein, c'est- on n'est pas en train d'analyser, etc. C'est une perception directe, un ressenti direct. Ouais. Et quelle est la différence entre le sixième sens et cet œil intérieur? Et ben, en fait, le sixième sens, ça pourrait être une forme d'intuition. Donc, c'est quand on a une sensibilité accrue. Dans ce cas, comme disait Eustache, par exemple, quand on ressent des choses d'une manière beaucoup plus euh, aiguë que quand on est plutôt dans la torpeur, etc. Quand on a une certaine clarté de l'esprit, une présence d'esprit où on ressent les choses, on peut parler d'intuition, on peut parler de sixième sens d'une certaine manière. Ouais. Mais c'est une façon un peu, comment dire, euh, superficielle de parler de la conscience mentale dans ce cas-là, parce que justement, c'est pas un sens. Ouais, souvent, d'ailleurs, dans les textes, ils parlent d'une faculté sensorielle mentale. Mais en fait, c'est un peu trompeur. Il ne faudrait pas dire sensorielle, il faudrait juste dire faculté mentale. Parce que Voilà. sinon, on ne pourrait plus faire la différence entre une perception sensorielle et une perception mentale. Si on dit que la perception mentale est un sens, en fait, hein, on ne pourrait plus faire la différence. Donc, en effet, d'une manière métaphorique, on dirait que c'est le sixième sens. Ouais. C'est une forme d'intuition, une forme de perception mentale directe qui est exacerbée. Et les clairvoyances, les gens qui arrivent vraiment à déterminer des choses, etc., lire l'esprit d'autrui, etc., ça fait partie des perceptions mentales directes. Ouais. Mais en effet, ce que disait Dominique par rapport à la perception mentale directe qui est inattentive pour les non-arias, pour les êtres ordinaires, celle-ci, elle est expliquée d'une manière assez intéressante, justement, dans la suite du texte. On verra en effet que
il y a des descriptions par rapport à cette perception directe mentale, ouais, qui appréhende une forme. Dans ce cas-là, c'est ce qui appréhende une forme. Ouais. Ok. Donc elle fait suite à un train de perception sensorielle. Ouais. Ok. Et il y a un passage intéressant, je n'ai pas apporté le livre avec moi, dans les deux vérités selon les quatre écoles de Geshe-Dreyfus. À un moment donné, justement, il parle de la perception directe mentale, telle qu'elle est explicitée par les grands maîtres Sautrantika, Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, etc. Et il dit c'est presque une invention, en fait, hein, des Sautrantika, parce que Acharya Dharmakirti ne veut pas accepter que les perceptions mentales directes soient conceptuelles. Sinon, ça pose question. Sinon, ça pose question. Parce qu'une perception directe est nécessairement non erronée, vous êtes d'accord? Oui. Et donc, si une perception mentale directe est non erronée, ça veut dire que tout ce qui lui apparaît, tout ce qui est son objet d'appréhension, est une vérité ultime, une vérité pure et dure. Tout ce qui est l'objet apparent d'une perception directe doit être impermanent, doit être une vraie vérité pure et dure, etc. Et donc, si Acharya Dharmakirti acceptait des perceptions mentales qui sont conceptuelles, dans ce cas-là, ça voudrait dire que tous les objets, même les phénomènes permanents, seraient des objets purs et durs, des vérités ultimes, des trucs très, très concrets. Et ça, il le refuse catégoriquement. Parce que c'est la parcimonie ontologique d'Acharya Dharmakirti de dire que les phénomènes permanents sont des sous-existants. Les vrais existants sont les impermanents, sont les objets apparents des perceptions directes. Ouais, des perceptions directes non conceptuelles, justement, ouais, non erronées. Et donc, c'est presque une invention des maîtres Dignaga et Dharmakirti de parler de cette perception mentale directe qui suit un train de perception sensorielle, parce qu'ils ne veulent pas accepter des perceptions mentales directes, conceptuelles, alors que les prasangika, eux, peuvent très bien les accepter. Ok, donc c'est là où ça pose question. Il faudra que je retrouve ce passage quand je reviendrai à Nalanda, ce sera au mois de janvier. mais oui, j'ai oublié de prendre le texte avec moi. Mais c'est intéressant de voir qu'en effet, parce que ces grands maîtres Sautrantika ont pris le parti de refuser que les phénomènes permanents puissent être des vérités pures et dures, et bien forcément il faut les exclure. Il faut les exclure de la réalité pure et dure. Ouais. Et s'ils étaient les objets apparents des perceptions non erronées, donc des perceptions mentales directes, ça poserait question. Ça veut dire qu'on aurait des perceptions mentales directes qui sont non erronées, qui sont conceptuelles. Et donc là, ça pose question. Ouais, ça pose question parce que leurs objets apparents devraient être des réalités pures et dures. Ouais. Alors que là, ils disent non. Ils disent non, les phénomènes permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles, et donc des consciences erronées. Et donc ces phénomènes permanents sont des sous-existants, sont un peu des existants fantomatiques. Ouais. Et donc, ce n'est pas des réalités pures et dures, ce sont des vérités conventionnelles. Ouais. Je ne sais pas si ça explique ou si ça embrouille plus les choses. Non, mais par exemple, si je peux citer un exemple, voilà, je perds ma clé, je ne sais pas où je l'ai mise, et d'un seul coup, je vais voir où elle est, et je vais la retrouver. Est-ce que c'est une perception directe mentale? Alors, si tu la retrouves, tu l'observes visuellement, non? Ça apparaît comme ça. Et là, je vois où elle est, puis voilà, je la retrouve, ok. quoi. Tu te souviens de là où tu l'as posée, c'est ça? Je ne sais pas exactement l'expliquer, mais c'est souvent comme ça, parce que je perds souvent la clé de la voiture, alors donc... et puis, bon, ben, d'un seul coup, je vais réfléchir, oui, effectivement, je vais réfléchir où je l'ai posée. Et puis, d'un seul coup, ça vient comme ça, mentalement, je vois où je l'ai posée. Ok. Mais ça veut dire qu'il y a une condition antécédente. C'est les conditions antécédentes, ça? C'est du souvenir, ça. En fait, oui, c'est du souvenir, ouais. Ouais, c'est du souvenir. On se souvient, on se dit, tiens, je l'ai posé là, etc. Oui, c'est du souvenir. Et donc, de ce point de vue-là, on dira que c'est une conscience conceptuelle. Le souvenir, c'est nécessairement conceptuel, oui. C'est inattentif, en fait. C'est une condition inattentive parce qu'en fait, tu vois les choses, mais tu les vois pas, mais ton cerveau, il sait que c'est là. Et en fait, après, tu te rappelles que c'est là, en fait, finalement.
C'est ce que je crois que tu avais dit une fois, les conditions inattentives, ça peut pas être ça. Ça peut être ça. Alors, en effet, Non, inattentives, c'est pas pareil. On les voit, on les voit pas tellement, les inattentives. En fait, tu on les fait vois pas, mais tu attention. les perçois. Parce qu'en fait, tu peux par exemple te balader sur une route, tu vois des maisons, tu ne les vois pas, mais en fait, ton cerveau les voit. Et après, ça peut arriver que tu tiens, j'ai vu une maison bleue, une maison rouge et tout ça, mais tu n'as pas fait attention. dans ce cas-là, ce sera plutôt quand on pose les clés et qu'on pense à autre chose. En effet, on pose les clés, c'est un objet d'une perception directe, etc., etc. Mais cette perception directe n'est pas capable sur le moment Voilà, de certifier Voilà. ce qu'elle elle est en train de voir. Ouais, les clés dans le pot de fleurs, à l'entrée, etc. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, c'est une condition inattentive. Après, quand on se souvient, en effet, ça veut dire que on certifie à nouveau l'objet. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant, ça veut dire que euh, notre esprit, notre conscience mentale était partie ailleurs au moment où on posait les clés, mais il y a quand même quelque chose qui reste là en filigrane, qui reste là, et donc par la suite, on s'en souvient. Ouais. On a un souvenir, on se dit, tiens, j'ai posé les clés là. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a un souvenir, ça veut dire que en premier lieu, on devait avoir une cognition valide. Oui, On donc, devait avoir une conscience qui certifie son objet. Donc on avait certainement une conscience qui certifiait quelque chose, mais pas nécessairement où se poser les clés, où se trouver les clés. Ouais, on devait certainement réaliser, je ne sais pas, le vestibule ou l'entrée de la maison ou le pot de fleurs, etc. Et c'est ensuite qu'on se souvient du pot de fleurs et qu'on se souvient que les clés étaient dedans. Ouais. Qu'on réalise finalement que les clés étaient dedans. Donc la présence des clés dans le pot de fleurs, est-ce que c'était réalisé en premier lieu? Ça pose question. Normalement, pour les Sautrantika, non, c'était inattentif. Ouais. Et donc, ensuite, on se souvient d'avoir posé les clés là. Comment est-ce qu'on peut se souvenir de quelque chose qui n'avait pas été certifié en premier lieu? Ça pose question. Mhm. Ouais. Parce que normalement, le souvenir, c'est une condition subséquente. Ouais, c'est ce qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Donc, ça veut dire qu'il faut que ce soit déjà réalisé en premier lieu. Si ce n'est pas réalisé parce que c'est inattentif, comment est-ce qu'ensuite on peut avoir un souvenir de cela? Ouais. Donc, peut-être que les Sautrantika l'expliqueront dans le sens où c'est pas réalisé par la conscience grossière. D'une certaine manière, ça peut être réalisé par une conscience plus profonde, plus subtile. Ouais. Mhm. Même si dans les traditions épistémologiques bouddhistes, on ne va pas nécessairement accepter le subconscient de Freud ou le préconscient de Jung, etc. etc. Ouais, ce sont des choses qui ne sont pas nécessairement décrites dans la tradition épistémologique ou psychologique bouddhiste, mais des choses qui sont assez similaires. Le subconscient de Freud ou le préconscient de Jung, ça peut être des choses qui sont décrites comme étant similaires aux, comment dire, aux consciences latentes. Ouais, ça peut être, on peut avoir posé ses clés dans le pot de fleurs, c'est déposé dans une conscience latente, une conscience mentale latente, qui ensuite refait surface. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À ce titre-là, ça peut ressembler au subconscient ou au préconscient, etc. etc. Ouais. Ok. Mais c'est des questions importantes à se poser. Ouais. Oui, Jeannette? oui, mais ton micro est fermé, Jeannette. Oui. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir moi? Je ne suis pas sûr. Non, je peux fermer les micros, mais je ne peux pas les ouvrir. Jeannette? Ah oui, oui, il faut cliquer là-dessus, oui, sur le micro. Le micro bleu qui se trouve en bas de ton écran. Normalement, tu as le... Alors attends, je vais faire un partage d'écran pour vous montrer. Voilà, ici, si tu vois... Vous voyez ma petite flèche qui se déplace? Ben non. Ah bon? Ah non, attendez. Pourtant, j'ai fait le partage d'écran ou pas? Ah non. Ok. Et là, oui, non. Ça y est, attends. Ok. Là, vous voyez la petite flèche qui se déplace? Ben, Non, non. Ok. Bon, ben, je vais laisser tomber ce truc-là. Ah, Jeannette, je crois qu'il faut. Tu as là. Oui, voilà. Ça y est. Ah, ça y est. Voilà, ok. ah ok, c'est bon. Voilà. Ok. Donc, veuillez m'excuser.
dans cet ordre d'esprit, je ne suis pas du tout une élève assidue, donc peut-être je suis à côté de la plaque et je comprendrai très bien qu'on ne réponde pas à ma question. Mais moi, il m'arrive très souvent que, par exemple, lorsque j'ai besoin d'une place de stationnement, eh bien, je sais que je vais la voir et pratiquement où. Et pourtant, c'est inexplicable. Mais je prends cet exemple parce qu'il est récurrent. Je vais me garer. Je sais qu'il n'y a jamais de place là. Mais j'y vais quand même parce que je sais qu'il y aura une place libre pour moi. Alors, et je la vois et je me... Alors, par rapport au cerveau, au mental, qu'est-ce qui se passe? J'en ai très peur. Alors, il faudrait que tu travailles comme taxi à Paris. Là, tu serais sûr d'avoir un super boulot. Un métier. Moi, je te loue. Alors, c'est juste que parfois... Qu'est-ce qui se passe mentalement? Ouais, c'est juste que parfois, l'esprit a certains types d'intuitions. Après, il y a des intuitions qui sont fausses. Il y a des intuitions qui tombent justes. Ouais. Donc, parfois, ça peut être juste une supposition correcte. On les étudiera d'ailleurs dans le texte. Une supposition correcte, ça veut dire que notre esprit pense savoir. On se dit, je le sais, je le sens, je sens que je le sais. Ouais, comme dans cette pub pour les assurances. On se dit, je suis sûr que j'ai la bonne assurance, etc. Ça se trouve, c'est pas le cas. Mais parfois... La notion de confiance. Oui. Je suis sûre. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc, ça peut être simplement... Comment ça s'appelle, ce phénomène? Alors, ça peut être une supposition correcte à laquelle on ajoute un moment de confiance. On est confiant, on sait qu'on va trouver, etc. On le sait, on sent qu'on le sait. Est-ce que ça pourrait pas aussi être une forme de cognition inattentive, c'est-à-dire que je ne sais pas depuis combien de temps tu vis à l'endroit où dans le quartier où tu te gares, mais peut-être que à force ton cerveau a accumulé des observations qui font que tu sais qu'à telle heure tu vas trouver des places libres à tel endroit ou pas, à telle mais heure, tu le sais pas de manière non, mais par consciente exemple, en fait. des situations très précises. Dans ma résidence, il y a un garage et il y a un parking. Il y a moins de garages que de locataires. Mais quand je décharge les courses je viens de Leclerc ou n'importe, je dois me garer en double fil pour monter mes courses. Et ça, quand il pleut, qu'il fait nuit et tout ça, je sais qu'à cette heure-là, il n'y a jamais de place. Et pourtant, je ne vais pas au garage. Je rentre au parking parce que je sais que d'une façon ou d'une autre, soit une personne va partir devant moi, soit la place est déjà libre, mais je sais que j'en ai peur, hein, je vous dis, j'en ai peur, parce qu'il n'y a pas que pour ça. Donc, c'est juste que la possibilité pour l'esprit de connaître des choses qui ne lui apparaissent pas, tout simplement. Ouais, ça veut dire que dans certains cas, on sait, par exemple, des gens peuvent se réveiller en pleine nuit parce que quelqu'un de la famille a eu un accident, etc., etc. Ouais, donc, il peut y avoir ces choses comme ça qui ne sont pas encore décrites de manière scientifique. C'est juste qu'elles sont répertoriées. Après, quel est le taux de coïncidence, quel est le taux de certitude, etc., quel est le taux de probabilité, là, on est dans le flou total. Donc, ça mérite d'être creusé, d'être étudié un peu plus sérieusement. Mais on ne peut pas en dire grand-chose, on peut juste dire que l'esprit a la capacité de connaître des choses qui ne lui apparaissent pas, tout simplement. Ouais. Ok, et donc ça fait partie justement des perceptions mentales. Parfois c'est juste du concept, parfois c'est conceptuel. On se dit il va y avoir ci, il va y avoir ça, etc. Et on tombe juste. Ouais. Et donc dans ce cas-là, si c'est conceptuel, c'est une supposition correcte. Ouais, on tombe juste. Par exemple, on regarde sa montre à 4 heures, la montre est arrêtée à 4 heures, on tombe juste. Ouais, mais on ne réalise pas qu'il est 4 heures. On est juste en accord avec la réalité sans savoir pourquoi. Ouais, si après on regarde sa montre à nouveau dans 5 minutes, on dira ah bah finalement peut-être qu'il n'était pas à 4 heures.
Mais au moment où on regardait sa montre à 4 heures et que la montre était arrêtée à 4 heures, notre esprit était en accord avec la réalité. Mais le processus par lequel il passait était faux. Ouais, la montre était arrêtée. Donc, il y a quelque chose qui mérite d'être creusé à ce niveau-là. Ouais. Ok. Donc, dans le cas d'une supposition correcte, c'est une conscience conceptuelle. Ouais. Mais dans le cas où on a une intuition, etc., que ça va se passer comme ci ou comme ça, et on tombe juste, dans ce cas-là, c'est pas conceptuel, c'est pas nécessairement conceptuel. Mais même si beaucoup d'intuitions sont conceptuelles, dans ce cas-là, on peut les mettre dans la catégorie supposition correcte. Ouais. Ok. Et là, dans le cas de la perception directe mentale, c'est nécessairement pas conceptuel. Ouais. En tout cas, chez les autres antiquas. Ok. Mais ça mérite d'être creusé, en tout cas, ces questions-là. Ouais. Ok. Ah, mais donc, on va essayer juste de terminer cette page-là pour les minutes qui nous restent. Ok. Très bien. Donc, les sutras disent les consciences des formes sont de deux sortes, c'est celles qui dépendent de l'œil, donc la faculté visuelle, et celles qui dépendent de l'esprit, donc la faculté mentale. Ouais. Celles qui dépendent de l'œil réfèrent aux consciences sensorielles, à savoir aux consciences de la condition dominante est une faculté sensorielle physique, dans ce cas, la faculté qui se trouve dans l'œil, et celles qui dépendent de l'esprit réfèrent aux consciences mentales, à savoir aux perceptions mentales directes, dont la condition dominante est une faculté mentale, à savoir dans le cas présent un moment précédent de perception directe sensorielle qui l'a entraîné. Ok, donc là simplement pour dire que la condition antécédente et la condition dominante d'une perception directe mentale, c'est un même moment de conscience, mais il sera décrit de deux façons différentes. Ouais. C'est pourquoi ça répond à la question qu'on se posait tout à l'heure, il n'y a qu'un seul moment de conscience immédiatement antérieur. Ouais. Et du point de vue de la cause substantielle, si c'est la cause substantielle de cette conscience à l'instant présent, on va dire c'est la condition antécédente. Et si on décrit que cette conscience à l'instant présent, c'est une conscience mentale, pourquoi? Parce qu'elle dépend d'une condition dominante mentale. Dans ce cas-là, on dira que l'instant immédiatement antérieur, c'est la condition dominante. Donc c'est à la fois la condition antécédente et la condition dominante, mais en fonction de leur fonction, justement, en raison de leur fonction distincte, on va décrire deux conditions différentes. Mais au niveau de l'entité, c'est la même entité. C'est une même entité et deux isolats conceptuels différents. Ouais. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est décrit. Ok, très bien. Donc le fondement pour la division des perceptions directes en celles qui sont et celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion, et la partie des sutras indiquant celles qui dépendent de l'esprit. Ouais. C'est pourquoi les perceptions directes indiquées en cette occasion sont celles qui sont occasionnées par les perceptions directes sensorielles qui appréhendent l'un des 5 objets des sens, forme, son, odeur, saveur et objets tangibles. Ok. Donc alors, ça, c'est intéressant. Cette occasion, ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc, indiqué en cette occasion, ça veut dire quand, dans les sutras, il mentionne ce dont on est en train de parler maintenant. D'accord. Indiqué en cette occasion, ça veut dire ce dont on est en train de parler maintenant. Ouais. Et donc, en effet, ce dont on est en train de parler maintenant, c'est justement les perceptions mentales qui appréhendent des formes. Et donc, en effet, dans cette explication ici, ça veut dire que vous avez, par exemple, vous avez un moment de perception visuelle, et à l'issue de cette perception visuelle, vous aurez un moment infinitésimal de perception mentale, directe, cette conscience mentale va appréhender la même forme qui était appréhendée par la conscience visuelle, de l'instant d'avant. Ouais. Et ensuite, cette perception mentale directe va se transformer en conscience conceptuelle. On va penser, tiens, cette tasse est jolie, tiens, elle irait bien dans mon salon, etc. etc. Ouais. Et donc, ça veut dire que le moment de perception mentale directe, qui fait suite à un moment de perception sensorielle et qui précède une conscience conceptuelle, ça va être le moment charnière. En fait. Mais c'est une raison faible, en fait. C'est une raison faible. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien penser à une tasse pendant qu'on la voit. Ce n'est pas nécessairement dans cette séquence perception visuelle, moment de perception mentale directe, puis conscience conceptuelle de cette même tasse. On peut très bien penser à la tasse avant même de la voir. On peut y penser et aller la chercher dans le placard. Ouais, on peut penser à la tasse pendant qu'on la voit ou après qu'on la voit. Donc, ce n'est pas nécessairement dans cette séquence obligatoire, perception visuelle, moment de conscience mentale directe et moment de conscience conceptuelle. Ce n'est pas nécessairement dans cet ordre-là. Donc, pourquoi avoir nécessairement besoin de ce moment charnière?
Et bien, c'est justement parce que c'est un petit peu artificiel, cette conscience mentale directe, ouais, selon l'épistémologie bouddhiste. Mais c'est intéressant parce que dans un des livres de Sa Sainteté avec la Vénérable Thupten Chodön, c'est le livre sur la vacuité, l'un des derniers livres de la série. Comment il s'appelle d'ailleurs The Profound View, quelque chose comme ça. Ça doit être le 8e de la série. Et donc, dans celui-ci, justement, Sa Sainteté parle de ce moment de perception mentale directe, avant d'avoir une conscience conceptuelle. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il en parle, mais il s'appuie sur le Prasangika, il s'appuie sur l'école philosophique la plus aboutie. Donc, il semble que les Prasangika puissent accepter aussi ce moment de perception directe, mentale. Ça ne les gênera pas. Mais ils pourraient très bien s'en passer aussi. Ça veut dire que les Prasangika peuvent très bien avoir des perceptions mentales directes, conceptuelles. Eux, ça ne les gêne pas aux entournures. Ok, très bien. Donc, on pourra creuser ces thèmes-là parce qu'ils sont vraiment intéressants. Est-ce que pour vous, ça va les dates? Est-ce qu'il n'y a pas trop de dates jusqu'à Noël? Est-ce que ça va pour vous si on continue encore la semaine prochaine, la semaine d'après ou pas? Ah Est-ce oui, que c'est OK pour votre emploi du temps? oui. Ouais. OK. Donc, on approfondira tout ça la semaine prochaine. Et ce soir, pour les débats, pour ceux qui viennent, on va faire le corrigé du quiz. Ouh là là, ça va être super. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée à tous. Salut. Merci. Merci, au revoir. Ciao.